Europe 1. 10h04 sur Europe 1, la suite de Culture Média, c'est maintenant. Merci beaucoup Émilie Dez, on vous retrouve tout à l'heure, vous à 11h sur Europe. Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Bruno Donnet pour ses télescopages, quadruple télescopage. Aujourd'hui, notre invité, c'est le chanteur Raphaël. On va parler de son spectacle Bande magnétique. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebray sera là pour clore l'émission. Bonjour Caroline Speller. Bonjour Philippe. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les soubresauts médiatiques et ce matin, vous avez choisi de nous dire un mot du grand débat politique que TF1 va retransmettre ce soir, car ce programme a déclenché une très vive controverse ce week-end. Oui, alors cette émission, vous le savez Philippe, va mettre aux prises 8 candidats à l'élection présidentielle. Le problème, c'est que les prétendants au poste de président de la République ne sont pas 8, mais bien 12. Or, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Philippe Poutou n'ont pas été conviés par TF1 et ça les a copieusement mis en rogne. Samedi matin, par exemple, Jean Lassalle était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 et CNews et interrogé sur le sujet, il a très vivement réagi. C'est-à-dire, on vous considère comme un sous-candidat, quoi. Un candidat de merde et inutile. De merde? De merde, oui. Comme s'il pouvait y avoir en France des candidats réels et des candidats de merde dont on n'a pas besoin. Voilà, Cambronne pour Jean Lassalle et problème de taille pour Nicolas Dupont-Aignan qui a dénoncé lui aussi une forme d'ostracisme. C'était vendredi soir sur France 5. J'estime qu'il n'y a pas de petits candidats ou de grands candidats. J'estime qu'il n'y a pas de petits Français ou de grands Français. Et ce que je demande juste, c'est un peu de justice. C'est tout. Vivement attaqué sur le thème de la justice, TF1 a donc tenu à se justifier et elle l'a fait hier soir dans son journal de 20h où Anne-Claire Coudray a carrément consacré tout un reportage aux obligations auxquelles sa chaîne est soumise en période de campagne. Vous êtes nombreux ces dernières heures à vous interroger sur les temps de parole que nous accorderons aux uns et aux autres. Eh bien, nous suivrons le principe d'équité comme l'exigent les règles de l'Arcom, anciennement CSA. Car effectivement, Philippe, des règles, il y en a. Je vous les résume brièvement. 15 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, c'est facile. Les médias audiovisuels sont tous tenus à l'égalité stricte des temps de parole. En revanche, en ce moment, et ça va durer comme ça jusqu'au 27 mars, nous sommes dans la période dite d'équité. Un terme un peu flou qui désigne une... Écoutez donc comment hier soir, toujours sur TF1, Anne Grand-Desnon, qui est membre de l'Arcom, a tenté d'expliquer les subtilités de cette règle pas piquée des hannetons. C'est en fonction du nombre d'élus, des groupes politiques à l'Assemblée, des sondages, de la dynamique de campagne et les résultats aux précédentes élections. Eh oui, les modalités sont plus que sibyllines car elles reposent sur des critères un peu alambiqués. Les sondages, ils ont régulièrement montré leurs limites et donnent en ce moment Anne Hidalgo, invitée de l'émission, autour de 1,5% et Jean Lassalle, pas invité, autour de 2,5%. La dynamique des campagnes, qu'est-ce que c'est? Qui la mesure? Et quels sont les critères? Quant aux résultats aux précédentes élections, je serais curieux que quelqu'un m'explique de quelle manière on les calcule pour Éric Zemmour notamment, dont je rappelle que c'est la toute première participation à une élection. Bref, le système est largement soumis à interprétation et c'est là qu'est l'os. Pour autant, que faut-il penser du choix de TF1? Eh ben, c'est pas de la tarte. Prenons le cas de Philippe Poutou par exemple. En 2012, il était déjà candidat et voilà ce qu'il avait déclaré à la télé au sujet de sa propre candidature. Heureusement, je dors bien la nuit, mais quand je me réveille, je me dis toujours « Ah merde, je suis candidat ». Ça l'emballait pas des masses, ça l'ennuyait même au dernier degré de faire campagne. On pourrait donc considérer qu'on pourrait peut-être se passer de lui, étant donné qu'il explique lui-même qu'il n'a pas la plus petite ambition de devenir président. Seulement voilà, ses idées ont parfaitement le droit d'être exposées. Et en 2017, lors d'un débat avec tous les candidats, c'est lui et personne d'autre qui avait mis François Fillon face à ses affaires. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques. La question de l'égalité du temps de parole est donc un problème plus qu'épineux, auquel je rappelle que seules les radios et les télévisions sont confrontées. La presse écrite fait ce qu'elle veut. L'argument de l'Arcom est là encore un peu surprenant. Le gendarme de l'audiovisuel explique en effet régulièrement que radios et télévisions bénéficient d'émetteurs et de fréquences qui sont publiques pour justifier ce choix. Mais alors, que fait-on des aides avec de l'argent tout aussi public dont bénéficie la presse? On peut peut-être se le demander. On n'a pas fini d'y réfléchir.